Aujourd'hui, je vais parler pouvoir d'achat. Alors aujourd'hui, je vais parler pouvoir d'achat de quel point de vue? Si vous regardez les chiffres, et là je vais vous produire les écarts de production de produits intérieurs bruts entre l'Europe et les États-Unis, vous vous rendez compte en fait que depuis l'après-Covid, les États-Unis s'enrichissent beaucoup plus vite que nous, et donc ça veut dire que nous on s'appauvrit, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a ces problèmes de pouvoir d'achat, puisque en fait mondialement en fait les gens sont plus riches. Nous, on s'enrichit un petit peu mais moins, et donc l'écart en fait de niveau de vie se creuse entre l'Europe et les États-Unis. Alors l'écart, il se voit sur les niveaux de vie, il se voit sur l'emploi en fait, et il se voit sur bien sûr la capacité que l'on a à acquérir un certain nombre de biens et services à un prix raisonnable. Et là aussi, ça explique pourquoi un certain nombre de choses sont devenues plus chères et d'autres augmentent sans cesse, et on donne l'impression qu'on n'a plus les moyens et qu'on est déclassé, ce qui est le cas aujourd'hui en fait, où l'Europe est déclassée par rapport aux États-Unis, question richesse produite. Alors, il y a plusieurs raisons, la Commission européenne s'est penchée sur le sujet, et donc le mois dernier, ce mois-ci, le rapport Draghi est sorti. Donc Draghi, c'est l'homme politique qui l'a produit. On le connaît puisqu'il est déjà intervenu, c'est un Italien, il est déjà intervenu sur d'autres sujets, et il a été aussi Premier ministre en Italie. Alors dans ce rapport, il pointe que la compétitivité en Europe, elle est pas bonne, donc c'est posé, en fait, c'est pas une supposition, c'est une évidence, et il fait 20 propositions pour ça. Alors moi, je n'ai pas retenu les propositions qui sont en dehors de mon champ, c'est-à-dire qui concernent le numérique et le digital, et donc on va se concentrer sur pourquoi l'Europe prend du retard et comment on pourrait revenir dans la course là-dessus. Alors, il pointe un manque d'investissement sur le cloud computing et les technologies qui sont autour. Alors, c'est important de bien revoir de quoi on parle. Donc, le cloud computing, c'est l'informatique dans les nuages. C'est la capacité qu'a une nation à pouvoir héberger, traiter et exploiter les résultats de ces données. Et aujourd'hui, en clair, en Europe, il n'y a pas de grands cloud providers. Ils sont tous américains ou chinois. Et c'est un point faible que j'ai déjà noté, que vous avez déjà pu pouvoir suivre, et qui s'accroît en fait de plus en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à part Amazon, Google et Apple, on n'a pas le choix de se faire héberger par ailleurs. D'ailleurs, au quotidien, vous l'utilisez. Donc, même si vous êtes contre quelque part, vous y êtes allé. Puisque si vous avez Apple avec iCloud, vous êtes hébergé. Si vous avez Google, vos mails, etc., vous y êtes hébergé. Et si vous avez d'autres types d'applications, vous pouvez être hébergé éventuellement chez Amazon ou chez Microsoft. Donc, de toute façon, vous y êtes déjà. Que vous soyez d'accord ou pas, c'est fait. Et il n'y a pas d'alternative européenne à ça, à part OVH, qui est un gros provider, cloud provider français, mais qui, par rapport aux autres, est un nain en fait. Faut bien voir que si on a l'impression qu'OVH en France c'est grand, au niveau mondial c'est tout petit. Alors pourquoi on est dans cette situation? C'est-à-dire qu'en Europe, on est encore sur des industries du XXe siècle. Les principales sociétés cotées, par exemple en France, ce sont des sociétés de luxe qui font des sacs à main, des lunettes et des parfums. En Allemagne, ce sont des sociétés qui font de l'industrie, des voitures et de l'industrie lourde. Et aux États-Unis, dans le Nasdaq, ce sont des digitaux. Et donc on voit bien que là où va le marché, là où va la richesse, nous, on n'est pas positionné sur les bons domaines, et donc à partir de là, c'est normal qu'on prenne du retard, puisque les domaines sur lesquels on est sont en perte de vitesse ou sont en pleine concurrence avec, par exemple, la Chine, qui aujourd'hui, dans l'automobile et dans d'autres domaines, va supplanter la capacité de production européenne. C'est déjà fait, mais surtout va inonder le marché avec des produits made in China. Si on regarde la part de marché de l'Europe, je vous le mets là dans le digital, on voit que par rapport aux États-Unis, on est 2 fois plus petit, que la Chine va passer devant, alors que l'Europe est le plus gros bloc mondial. Faut bien le revoir. C'est-à-dire les États-Unis, on a toujours l'impression que c'est grand, mais l'Europe, on est plus nombreux, on produit plus de richesses, sauf que non, parce qu'on est trop divisé et on est trop morcelé, et on n'a pas de politique industrielle et de vision à long terme qui permettrait de se positionner sur les bons marchés, en l'occurrence sur les marchés du cloud, de l'intelligence artificielle, des logiciels, et ça c'est un très gros problème que le rapport a bien noté. Dans le rapport, il enfonce un peu des portes ouvertes. Franchement, j'aurais pu participer et j'aurais trouvé la moitié des choses qu'il a indiquées. Bon, c'est vrai que c'est plus étayé quand beaucoup de gens travaillent dessus, mais donc faciliter l'innovation, oui, mais en fait la diriger surtout vers les bons secteurs. On veut pas faire de l'innovation dans les moteurs à diesel, on veut faire de l'innovation sur le cloud computing.
Donc concentrer les budgets. Aujourd'hui, tout est dispersé, donc c'est sûr que c'est pas facile d'avoir beaucoup d'argent, en milliards d'euros. Donc renforcer la coopération entre les entreprises. Il y a des bonnes entreprises dans chaque pays d'Europe, mais elles sont trop petites par rapport à Google, par rapport à Microsoft. Il faut absolument les renforcer, mais il faut aussi développer une préférence nationale et souveraine. Et ça, c'est important de le dire et que j'ai déjà pris position là-dessus. La souveraineté, c'est la base aussi de cette indépendance. Simplifier les réglementations, ça c'est ce qu'on dit tout le temps. En réalité, les réglementations, dès qu'on en fait une, ça complique la vie. Donc ça voudrait dire qu'il faut supprimer les réglementations pour que ça soit plus simple. On peut pas faire du simple en rajoutant des textes. Bon, à l'âge que j'ai jamais vu. Donc c'est pas maintenant que ça va s'inventer. Encourager l'investissement dans le privé, dans l'innovation. Aujourd'hui, ça devrait être des incitations peut-être fiscales, des incitations d'investissement pour que les entreprises aient envie d'aller là-dessus et soient sûres que cet investissement, qu'il soit rentable ou pas, en tout cas, il va faciliter leur vie dans l'avenir et va leur permettre d'obtenir des avantages, et ça, c'est important. Et puis, coordonner la politique industrielle autour de ça. Il ne faut pas que ça parte non plus dans tous les sens au niveau de ces investissements individuels. Et ça, pareil, il faut avoir une vision à long terme et claire de ce que l'on veut faire dans le domaine du numérique. L'Europe, elle a une politique, on l'a vu sur l'histoire des voitures, où elle prend des décisions, puis elle regarde après comment elle va le faire. Donc la politique climatique sans politique industrielle, ça ne marche pas. Donc l'objectif zéro émission d'ici 2035, donc c'est dans 10 ans, il y a rien derrière en fait qui permet aux entreprises de s'adapter. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ça va être catastrophique pour les entreprises, ça va permettre à d'autres entreprises étrangères de rentrer, puisque la souveraineté n'est pas posée comme la base de ce système, et il n'y a pas de conversion de chaîne de valeur pour passer, par exemple, l'Allemagne, de l'industrie lourde, de l'industrie automobile, à une industrie numérique. Aujourd'hui, on voit bien les difficultés. Volkswagen annonce un plan massif pour début 2025 de fermeture d'usines, donc 2 usines fermées. Ce n'était jamais arrivé depuis que l'Allemagne actuelle existe, donc depuis 1945. C'est bien la preuve qu'on est en fin de cycle et qu'il faudrait trouver autre chose. Et aujourd'hui, la politique, elle n'est pas du tout orientée dans cette direction. C'est très très grave. Aujourd'hui, il faut réagir parce qu'on a moins de 10 ans. C'est pas du tout long à l'échelle des investissements et de l'industrie sur lesquels on se positionne, qui est une industrie de long terme en fait. Au départ, j'étais parti du pouvoir d'achat, donc il y a aussi des mesures qui peuvent être prises claires en conclusion sur ce point. Donc accélérer l'innovation pour retrouver la croissance, 2, réduire les prix élevés de l'énergie qui sont la base en fait de cette hausse des prix qu'on a subie, et donc arrêter d'avoir des politiques sur les prix d'électricité, sur la production d'électricité, éventuellement nucléaire, qui font que les énergies alternatives coûtent beaucoup plus cher et c'est le consommateur à la fin qui doit subir cette hausse alors qu'il n'a pas demandé, et apprendre à réagir dans un monde géopolitiquement en transformation. Aujourd'hui, au niveau des blocs, le bloc chinois devient fort, le bloc américain est affaibli, il y a des nouveaux blocs qui se créent en Afrique et ailleurs autour de certains pays. Il faut les intégrer dans cette économie, il faut les aider et surtout il faut poser les rapports de force avec eux pour pas se retrouver submergés de nouveau par des produits qui viendraient d'une nouvelle origine et qui pourraient concurrencer ce qu'on essaie de construire en Europe. La souveraineté, encore une fois, c'est la base de la pensée qu'il faut avoir si on veut gagner dans ce combat-là.